Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très contente d'être là pour ce matin. Alors là, pour cette première partie, je vais intervenir dans la table ronde un peu plus tard, mais je représente Monsieur le maire de Vannes, David Robaud, qui n'a pas pu être présent ce matin, qui est également le président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et qui, à ce titre, bien entendu, est extrêmement concerné par les thématiques que nous allons aborder ce matin. Nous le savons tous, le logement, alors là, on est principalement sur l'accession sociale à la propriété, mais le logement en général en Bretagne et dans le Morbihan et a encore un plus grand titre dans la zone littorale est particulièrement un sujet. C'est vraiment le sujet, quoi, avec un grand S. Je pense que les enjeux sont multiples. On en échangeait à l'instant avec Madame la maire de Saint-Pierre-Quiberon. Il est vrai que c'est à la croisée de tous les chemins. À la fois, on est là pour loger des gens, hein, évidemment, pour leur offrir un toit. Mais c'est aussi, les enjeux sont aussi environnementaux, bien entendu. On le sait, on connaît un dérèglement climatique qui va malheureusement en s'accélérant. Et la Bretagne ne sera pas épargnée. On a également à faire face à une population qui, malgré tout, est attirée par nos territoires. Et on doit aussi faire face aux besoins des entreprises qui, on le sait, peinent à recruter et peinent aussi à recruter car leurs employés potentiels ne trouvent pas à se loger. Donc, je pourrais aussi parler du vieillissement, enfin de tous les multiples enjeux les défis que nous devons relever. Donc voilà, je pense que je ne vais pas être plus longue. Merci d'être venu à Vannes. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et puis, nous allons, je pense, profiter de cette matinée pour finalement défricher toutes les possibilités. Parce qu'en fait, dans le logement, comme dans tous les autres domaines, il n'y a pas une solution universelle qui serait la panacée, le miracle qui solutionnerait tous les problèmes. Mais les solutions sont multiples et il faut surtout que nous n'interdisions aucune, que nous innovions, que nous défrichions et que nous soyons aussi force de proposition vis-à-vis des services, du législateur pour proposer des solutions innovantes et qui répondent à tous nos besoins. Voilà, bonne matinée de travail. Merci beaucoup pour l'accueil. Donc, merci à Vannes, merci Hortense. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être devant vous ce matin. Comme vous avez pu le savoir, je suis tout fraîchement élue à la présidence de l'ARO depuis quelques jours. Donc je suis devant vous à la fois en tant qu'élue locale, présidente de Terre d'Armor Habitat, donc l'office départemental des Côtes-d'Armor, et donc présidente maintenant de l'ARO. Je suis très contente d'être avec vous également, dans le sens où, comme l'a dit tout à l'heure Hortense, le logement, c'est une priorité dans tous les domaines. C'est vraiment une priorité transversale. Et cette difficulté, on la connaît, on a 4 millions de mal logés en France. Il nous faudrait 450 millions de logements, 450 000, logements. Mais pour cela, les taux d'intérêt augmentent, on a des difficultés sur plusieurs sujets et c'est la raison pour laquelle ce matin, on va pouvoir en échanger librement, simplement. J'espère que vous repartirez tous avec des éléments qui pourront nous faire avancer dans nos discussions, dans nos argumentaires envers les élus, puisqu'on va avoir besoin d'élus, de parlementaires pour faire bouger les lignes au niveau de l'État. Parce que malheureusement, dans la situation comme on est là, on s'enliserait et on ne pourrait pas sortir assez de logements. Donc je suis optimiste, donc je suis certaine que tous ensemble, on réussira à trouver des solutions. Et quand je dis tous ensemble, c'est à la fois les élus, le monde HLM, puisque c'est avec plusieurs partenariats, discussions, on a chacun, les uns et les autres, des éléments à apporter, à s'apporter ensemble pour pouvoir faire évoluer le monde du logement HLM et de l'acquisition sociale. C'est vrai que Olivier Klein nous l'a dit il y a peu de temps, il faudrait réussir à ce que la France reparte vers de l'envie de construire, de la construction, sauf que pour ça, on aimerait avoir moins de contraintes. Et les contraintes s'accumulent, que ce soit les contraintes foncières, puisque le prix du terrain est de plus en plus cher. Les taux d'intérêt flambent. On va avoir une grosse problématique au niveau de la ZAN.
les contre-arguments pour construire, les inconvénients, la gravité de la situation, elle est présente. Mais c'est pas en se disant que la situation est grave qu'on fait avancer les choses. Donc je suis certaine que tous ensemble, on arrivera à faire avancer la ligne, progresser, et puis qu'on en ressortira que plus fort. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne matinée et à tout à l'heure. Bonjour à tous, je suis Christelle Gueffier-Pertin. Je travaille à l'Union sociale pour l'habitat en charge des dossiers de l'accession sociale, vente de patrimoine, copropriété et syndic à la direction de la maîtrise d'ouvrage. Je vais donc démarrer notre séminaire avec quelques propos introductifs. Donc, c'est vrai que l'USH a souhaité organiser en région des séminaires réunissant donc organismes HLM et partenaires, et en premier lieu donc les collectivités, pour partager avec vous les enjeux de l'accession sociale. Et donc, ces enjeux renvoient en premier donc à la production de logements de qualité, abordables, bien insérés dans son environnement, afin de répondre aux besoins non satisfaits dans les territoires. Donc ça, c'est vrai que c'est le premier enjeu de l'accession sociale. Ensuite, favoriser la construction de parcours résidentiels sécurisés pour les ménages, et en premier lieu nos locataires HLM, qui, pour nombreux, souhaitent accéder à la propriété. Donc ça a un vrai sens de les accompagner dans ce parcours et de les sécuriser dans leur choix. Troisième enjeu, c'est créer une nouvelle attractivité pour les territoires en attirant de nouvelles populations, mais également en conservant les populations locales qui ont de plus en plus de mal à se loger sur place compte tenu de l'inflation immobilière, et donc souvent sont obligés de s'éloigner de leur zone d'emploi pour trouver un logement à leur convenance. Et enfin, quatrième enjeu, c'est participer à la dynamisation de l'activité locale à travers son tissu d'entreprise, à la création et au soutien de filières locales innovantes. C'est vrai que dans certains territoires, les organismes HLM travaillent de concert avec les entreprises locales pour innover sur certaines filières comme la filière chanvre, la filière bois, la filière terre crue. Et j'ai même bien cru comprendre qu'en Bretagne, la filière coquille d'huître commençait également à poindre son nez. Donc voilà, ce petit rappel d'enjeux avant de présenter plus largement donc la propriété en France. C'est quelque chose qui est porté depuis plus de 4 décennies par les pouvoirs publics. Favoriser l'accession sociale à la propriété, c'est quelque chose qui est ancré dans les politiques publiques du logement. Et c'est vrai qu'à ce jour, environ 58% de la population est propriétaire de sa résidence principale. Alors c'est un chiffre stable depuis plusieurs années. Alors au niveau européen, on se situe un petit peu dans la moyenne avec les Espagnols qui, eux, sont plutôt autour de 85% de taux de propriétaires, quand les Allemands, plutôt autour de 40%. Mais l'accession à la propriété est le principal motif de déménagement pour les Français. Comme je vous disais, donc nombreux aspirent à être propriétaires. C'est pour eux aussi dans une approche de se constituer un patrimoine, surtout au moment où on prend sa retraite et que les revenus diminuent. Ça a un vrai sens d'être propriétaire de son logement. C'est également en termes de transmission de patrimoine, placement financier, certaine sécurisation, d'avoir un toit sur la tête. D'où pour beaucoup cette aspiration à être propriétaire. Mais c'est vrai que plusieurs facteurs freinent cette envie de devenir propriétaire. Et bien sûr, le premier facteur, c'est la cherté du prix du logement. Et évidemment, beaucoup aussi dans les sites tendus où depuis 2015-2016, les prix sont orientés à la hausse sans discontinuité. Et puis tous les frais d'acquisition liés à l'acquisition, la difficulté de trouver aussi un financement auprès d'un établissement financier, pèse lourdement dans la décision de devenir propriétaire. Alors,
l'accession sociale à la propriété peut être une réponse aux préoccupations des Français pour devenir propriétaires, et notamment les ménages à revenus modestes. Et c'est plutôt cet enjeu que je vais développer avec vous. Alors, qu'est-ce que l'accession sociale? Comment peut-on la définir? Eh bien, l'accession sociale, je reprends une définition qui est reprise sur le site Bienvéo. Bienvéo, juste une petite parenthèse, c'est une plateforme que l'USH a créée il y a 7 ans maintenant, qui rassemble l'essentiel de l'offre locative et de l'offre en accession sociale disponible, donc tant à la location qu'à la vente pour le grand public. Donc c'est un site internet, un peu comme Le Bon Coin, où là ce n'est exclusivement que des petites annonces postées par les organismes HLM. Et donc la définition qui est faite de l'accession sociale, c'est donc d'offrir des logements de qualité commercialisés à des ménages à revenus modestes sous plafond de ressources qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et logements qui sont donc commercialisés à des prix de vente plafonnés et en deçà donc des prix du marché et dans des conditions sécurisées. Je vous présenterai ce qu'on appelle la sécurisation HLM avec donc les garanties que l'organisme HLM apporte à ses accédants. Alors parfois aussi on parle d'accession abordable, d'accession aidée, d'accession sécurisée. Voilà, tout ça c'est englobé dans le mot accession sociale à la propriété. Alors l'accession sociale à la propriété, comme je vous disais, donc, permet à des ménages à revenus modestes de devenir propriétaires de leur logement. Les logements proposés sont proposés donc en tout cas, les plafonds de prix de vente sont définis en fonction de zonage. Le territoire français est découpé en 5 zones qui reflètent la tension du marché. Donc la zone A bis en étant la zone la plus tendue jusqu'à la zone C, qui est donc la zone la moins tendue. Et vous voyez que chaque année, au 1er janvier, donc la réglementation définit des prix de vente hors taxe à ne pas dépasser. Et les organismes HLM ont la possibilité donc d'offrir des logements à la commercialisation à travers plusieurs dispositifs. Le dispositif de la location-accession, le dispositif de la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement, et le dispositif du BRS. Je vais vous les présenter juste après. Et ces logements peuvent bénéficier d'aides publiques de la part de l'État et des collectivités. Alors, l'accession sociale pour qui? Donc, elle est destinée à des ménages à revenus modestes qui ne pourraient pas devenir accédants sur le marché libre compte tenu des prix de l'immobilier. La seule condition, donc, c'est de ne pas dépasser les plafonds de revenus et de s'engager à habiter ce logement au titre de sa résidence principale. Et tous les profils sont concernés parmi nos accédants, des personnes seules, des couples, des familles monoparentales, des seniors, qu'ils aient été déjà propriétaires ou locataires. C'est vrai que globalement, 87% de nos accédants sont des primo-accédants. Alors, cette petite diapo pour vous rappeler un petit peu l'écosystème des acteurs. Donc, sur votre partie gauche, donc les différentes familles d'organismes HLM et partenaires qui développent des opérations en accession sociale, donc les OPH, les offices publics de l'habitat, les ESH, les entreprises sociales pour l'habitat, les COP HLM, et puis également les filiales non HLM de Procivis. Et les partenaires donc, de ces organismes pour développer des opérations dans les territoires, eh bien sûr les collectivités, l'État et ses services, Action Logement, la Banque des territoires, les aménageurs, les EPF, les établissements financiers, parfois aussi les ADIL. Voilà, tout cet écosystème fait sens pour développer des opérations sécurisées dans les territoires. Alors je vais
vous présenter les 4 dispositifs qui sont mobilisés par les organismes HLM pour développer des opérations d'accession sociale dans les territoires en fonction des besoins qui sont donc partagés avec les collectivités et en fonction aussi donc des cibles que l'organisme souhaite, les publics que l'organisme souhaite cibler. Donc en premier lieu, le PSLA, donc c'est le dispositif de location-accession. Alors, qu'est-ce que ce dispositif ? En fait, ce dispositif permet à un ménage d'accéder à la propriété de façon progressive, en 2 temps, avec une première partie, une première phase qu'on appelle phase dite locative, où le ménage donc, signe un contrat de location-accession avec l'organisme HLM et verse une part de redevance tous les mois. Et dans cette part de redevance, il y a une part locative et une part dite acquisitive qui ensuite viendra en déduction du prix de vente au moment où le ménage décidera de devenir propriétaire, donc de lever l'option d'achat. Donc cette phase locative, elle a un minimum de 6 mois. Elle peut aller jusqu'à 3 ans, 4 ans, mais voilà, la durée moyenne de cette phase locative, c'est souvent 2 ans. Et ensuite, donc, le ménage a la possibilité de lever l'option d'achat. Et donc, il passe devant le notaire et décide d'acheter son logement et mobilise un prêt auprès d'un établissement financier. Alors, quels sont les avantages pour ce ménage ? Eh bien, c'est un dispositif très rassurant, très sécurisant, car l'organisme HLM est tenu de lui proposer une sécurisation HLM, c'est-à-dire il est assuré, donc le ménage est assuré d'avoir une garantie de rachat, de relogement et une assurance revente qui est optionnelle, mais en tout cas il a cette garantie de rachat et relogement si pendant les 15 ans de son achat, eh bien, le ménage rencontrait des accidents de la vie de type divorce, maladie, décès du conjoint, mobilité professionnelle, chômage. Deuxième avantage pour l'accédant, c'est une TVA à taux réduit à 5,5. Et enfin, une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. Et en termes de cible de ménage, on est sur des ménages avec des revenus d'environ 1,8 de SMIC par unité de consommation. Deuxième dispositif à la main des organismes HLM, c'est l'accession à prix maîtrisé, donc en VFA. Ces programmes sont donc destinés à des ménages aux revenus légèrement supérieurs que celui du PSLA, enfin même nettement supérieurs que ceux du PSLA, puisque ce sont les revenus du logement intermédiaire accession qui capent les revenus de ces ménages. Et là, on est clairement sur des ménages ayant des revenus représentant environ 2 à 3 SMIC par unité de consommation. Les avantages pour l'accédant, donc, ce sont des prix en dessous de ceux du marché libre. Je vous ai présenté juste avant donc, les plafonds de prix en fonction des zones qui donc, ne peuvent pas être dépassés. Mais très souvent, les opérateurs HLM produisent et commercialisent des opérations en dessous de ces prix plafonds. Donc, alors on verra que les choses sont de plus en plus tendues, mais souvent on rencontre ce type de positionnement donc en dessous des plafonds de prix de vente. Pour les ménages, des aides au financement, mais c'est les mêmes qu'on retrouve aussi en PSLA, avec le PASS, le PTZ, les pré-accessions d'Action Logement pour les salariés, et puis également les garanties obligatoires, la sécurisation HLM que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est obligatoire, qui s'applique également pour l'accession en VFA à taux de 20%. Je vous présente un nouveau dispositif, le bail réel solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le bail réel solidaire, le BRS? Donc, c'est un dispositif assez récent, puisque ce sont
les lois Allure et Élan qui ont mis en place ce dispositif, avec la spécificité, c'est donc que ce bail réel solidaire est signé entre un organisme foncier solidaire et un preneur. Donc l'organisme foncier solidaire, c'est en fait un opérateur foncier qui va donc acquérir un terrain et le gérer, et il conserve ce terrain dans la très très longue durée. En face de lui, il y a un opérateur qui peut être un opérateur HLM ou un opérateur privé qui va donc développer une opération d'accession sociale, et il va céder à un ménage qu'on appelle un preneur, il va céder des droits réels immobiliers. Et il faut être dans l'idée que ce dispositif du BRS est un dispositif nouveau parce qu'on parle de dissociation de la propriété du foncier et du bâti. Donc l'OFS va rester propriétaire du foncier quand le ménage, lui, va être propriétaire de droits réels immobiliers. Et est signé un bail entre l'OFS et le ménage. Ce bail est conclu donc pour une assez grande période, entre 18 et 99 ans. Et chaque mois, le ménage va verser à l'OFS une redevance foncière, une sorte de loyer au titre de l'occupation donc du foncier, puisque le ménage est uniquement propriétaire des droits réels immobiliers. Les deux innovations de ce dispositif sont l'encadrement donc du prix de revente des droits réels immobiliers, qui permettent donc de vraiment garantir sur le très long terme l'accessibilité économique et sociale de ce dispositif. Donc à chaque mutation, le prix de revente est encadré et ce logement sera racheté par un ménage qui lui aussi sera soumis au plafond de ressources du PSLA. Deuxième innovation de ce dispositif, c'est que ce bail est prorogé dans sa durée initiale à chaque mutation. Et donc, ce qui permet de maintenir dans le temps la valeur réelle de ces droits immobiliers, sans aucun risque de décote au fur et à mesure qu'on arrive au terme du bail. Donc, à chaque mutation, le bail est reconduit pour sa durée initiale. Ce sont donc l'encadrement des prix de revente et la rechargeabilité du bail. C'est vraiment les deux innovations majeures de ce dispositif qui permettent vraiment de pouvoir créer une offre de logement durablement abordable en étant hors du marché privé classique. Donc les avantages pour l'accédant, c'est le fait de pouvoir acquérir et habiter un logement à un prix assez attractif, puisque la charge foncière, le prix du terrain, est sorti du prix de revient total. Et donc, dans les territoires très tendus, cette charge foncière qui pèse lourdement, qui peut représenter 30%, 40% du prix de revient, eh bien, c'est une économie à la clé pour le ménage. Autre avantage financier pour le ménage, c'est une TVA à 5,5 et également une possibilité d'un abattement de la taxe foncière si la collectivité l'a décidé, et puis également la possibilité de mobiliser un PTZ pour financer son accession. Dernier dispositif à la main des organismes qui peuvent intervenir pour développer des opérations d'accession sociale dans les QPV, dans les zones en rue. L'intérêt, en effet, de développer ce type d'opération dans des quartiers en renouvellement urbain, eh bien, c'est de pouvoir apporter aussi une certaine mixité sociale, une diversité de statuts dans ces territoires où une très forte majorité de logements locatifs sociaux est présente. Et donc, les opérateurs HLM développent dans ces territoires des opérations en accession sociale avec quelques spécificités, donc une TVA à 5,5%,
qui sont donc des logements qui sont commercialisés à des ménages sous plafond de ressources, du PLS Accession, et qui s'engagent à habiter leur logement à titre de résidence principale. Les nouvelles dispositions se sont tendues, avec donc un taux d'effort capé à 35%, une durée d'endettement qui ne peut pas dépasser 25 ans. Et puis là, le contexte inflationniste qui donc renchérit les taux d'intérêt qui ont doublé en très très peu de mois. Donc c'est vrai que les conditions d'accès au crédit se sont durcies pour les ménages à revenus modestes. Et donc en effet, en amont, et même pour tous les dispositifs développés par les organismes HLM, il y a cet accompagnement des clients dans le montage de leur dossier financier, avec parfois aussi sur les territoires des partenariats avec les ADIL. Donc les ménages sont invités à rencontrer le conseiller de l'ADIL pour caler son plan de financement. Donc ça, c'est vrai que c'est un souci assez majeur de l'organisme HLM, vraiment d'accompagner le client dans son parcours résidentiel sécurisé pour s'assurer qu'il fait le bon choix d'acheter un logement. Comme je vous le disais, ce sont des primo-accédants, donc c'est vrai que c'est un instant important pour le ménage de devenir propriétaire. Donc il y a ce vrai souci d'accompagner du début jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison, évidemment, voire parfois même au-delà, avec certains organismes qui ensuite vont gérer la copropriété. Voilà, en exerçant le métier de syndic solidaire pour aussi accompagner le ménage dans son nouveau statut de copropriétaire, qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc, pour bien faire comprendre qu'est-ce qu'une copropriété, comment ça fonctionne en termes de gouvernance, le fait de devoir entretenir les parties communes, voilà. Donc il y a tout ce travail qui est fait par les organismes HLM tout au long donc, du parcours du ménage vers l'accession, son logement. Alors c'est vrai que les premiers OFS ont été créés par des collectivités, pour citer Lille en premier chef, mais juste après la métropole de Rennes, et puis dans d'autres territoires, la métropole de Lyon, la ville de Paris également. Donc en effet, il y a un bon nombre. Au total, à ce jour, on est autour de 113, 115 OFS répartis sur l'ensemble du territoire, avec donc pour certains des OFS qui ont été créés par des collectivités, d'autres qui ont été créés par exemple par des EPF. Par exemple, l'OFS du Pays Basque, c'est l'EPF Pays Basque qui l'a créé, mais c'est la même chose en Haute-Savoie ou Doubs-Franche-Comté, c'est à la main de l'EPF. Cette initiative a été prise, donc l'EPF a été agréé OFS. Et puis, il y a des organismes HLM qui peuvent créer des OFS, alors seuls ou à plusieurs, comme c'est le cas en Île-de-France ou en région lyonnaise. Et certains organismes HLM ont été agréés OFS, c'est-à-dire ont demandé leur agrément au préfet de région pour être OFS. Donc on parle d'OFS internalisé, c'est l'organisme HLM qui est agréé OFS. Sinon, on parle d'OFS externalisé quand une structure ad hoc est créée sous forme d'association, de GIP par exemple. Le principe, c'est la lucrativité limitée depuis la loi Elan 2018, ou sinon l'aspect non lucratif, ce qui fait qu'on peut avoir différentes compositions de statuts. Ça peut être des SIC, ça peut être effectivement... Oui, bonjour, Patrick Sibéras, je suis directeur général de Caredes, une coopérative HLM de Bretagne. J'interviens aussi dans plusieurs OFS. Juste, quand on dit les OFS peuvent être créés par des collectivités, ils utilisent après des vecteurs. C'est ça, non, mais ça qui est important, c'est pas juste la collectivité qui crée en son sein un service OFS, mais on peut utiliser plusieurs vecteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plusieurs formules qui ont été adoptées. Et à Rennes, par exemple, c'est un format associatif. C'est une association de loi 1900 à Rennes. Et à Rennes, elle associe la collectivité et les opérateurs. Les opérateurs HLM qui ont été agréés pour exercer du BRS. À Vannes, ici, il y a un OFS qui est créé uniquement avec 2 personnes morales au départ. Après, je sais pas, ça pourra évoluer. C'est un GIE. À Saint-Malo, un GIP.
Et à Saint-Malo, on a pris une formule, j'interviens aussi dedans, et on l'a cofondée, c'était une coopérative, une SIC, avec différents collèges. Voilà, en fait, ça dépend du projet politique que vous voulez mettre en place, et aussi, évidemment, du modèle de financement qu'il va y avoir avec. Mais quand on dit, faut faire attention, des fois, quand on dit, oui, ça peut être créé par des collectivités, avec des participations plus ou moins importantes de la collectivité. À Rennes, c'est très puissant, ça a toujours été une collectivité qui souhaite maîtriser la totalité du dispositif. À Saint-Malo, c'était une SIC où les collectivités n'étaient pas majoritaires. Voilà. Il y avait des majorités multiples, puisqu'il y a plusieurs collèges dans une coopérative, si vous connaissez le format coopératif. Et puis ici, à Vannes, c'était un autre modèle, parce que la collectivité a décidé que c'était le plus approprié par rapport à son modèle politique. Voilà, donc très maîtrisé par la puissance publique ici, puisque c'est le PCI et l'organisme à l'époque qui était Van Golf Habitat, aujourd'hui Morbihan Habitat. Alors en effet, au moment donc de la revente du bien, l'accédant est tenu de trouver un autre accédant sous les mêmes plafonds de ressources du PSLA, et en cas d'héritage ou même et donc de succession, là il y a possibilité aussi de transmettre aux héritiers, sous réserve qu'ils soient sous les plafonds de ressources du PSLA. Et si l'acquéreur, le vendeur ne trouvait pas un nouvel acquéreur sous ces plafonds de ressources, l'OFS s'engage et est tenu de racheter les droits réels immobiliers à une valeur convenue dans le bail, pour que le ménage puisse revendre son... Comme je vous le disais, donc, la location-accession, c'est un dispositif d'accession progressif en 2 temps, avec une première période dite locative, où le ménage, pendant un certain temps, en tout cas au minimum 6 mois, va occuper son logement en tant que locataire accédant. Et c'est bien un produit d'accession sociale, donc lorsque ce produit est commercialisé au ménage, c'est en vue d'accéder à la propriété. Donc, l'idée, c'est qu'ensuite, il lève l'option d'achat. Mais en effet, ça peut arriver que certains ménages, au final, changent d'avis ou pour X raisons, confrontés à une mobilité professionnelle, à un chômage, une maladie, décident de ne pas lever d'option. Donc, c'est tout à fait possible. Mais dans ce cas-là, normalement, ils ne peuvent pas rester dans le logement. Et s'ils sont sous les plafonds du locatif social, l'organisme HLM a le devoir de les reloger dans son parc HLM ou en interbailleur si une charte, par exemple, a été signée dans ce sens. Et dans ce cas-là, le logement revient... Enfin, il est toujours propriété de l'organisme HLM et donc il va le recommercialiser. Petite différence. Oui, il faut m'enlever le micro après. Non, mais j'en profite. Je suis une coopérative, donc s'il y a une toute petite différence, c'est l'accédant, quand il rentre dans une coopérative, il prend une part de la coopérative. Il ne prend pas de part quand il accède à un OPH ou une SAHLM. Donc c'est un modèle de gouvernance. Voilà. Après, c'est la différence. Après, on exerce dans le même cadre, parce qu'on a le même statut, donc on a les mêmes dispositifs réglementaires et les mêmes outils de contrôle que le mouvement.
cette diapo pour préciser un petit peu les spécificités de l'accession sociale, qu'est-ce qui vraiment nous distingue de la promotion privée. Et c'est tout d'abord, il me semble que c'est important de le rappeler, que les organismes HLM sont vraiment des partenaires des collectivités pour développer ce type d'opération dans leur territoire et pour mettre en œuvre leur politique locale de l'habitat, à travers donc la réalisation de programmes immobiliers pour répondre aux besoins de logement des ménages locaux. Des prix de vente attractifs pour les accédants, avec ces plafonds de prix de vente qui font que les choses sont encadrées. Une accession sécurisée, donc avec des produits de qualité, adaptés, labellisés, qui tiennent compte des exigences énergétiques et environnementales. Comme je vous le disais, des assurances, ce qu'on appelle la sécurisation HLM, qui permettent vraiment de sécuriser le ménage dans son projet d'accession, avec garantie de rachat, garantie de relogement pendant les 15 années qui suivent l'accession, et éventuellement garantie de revente. Et on en parlait juste à l'instant, cet accompagnement personnalisé du ménage à chaque étape du projet, et notamment à travers des conseils en financement. Et puis des services innovants et un accompagnement dédié avec donc la possibilité de mise en place de démarches de type habitat participatif, donc pour faire participer les futurs accédants à la conception de leur projet, avec la mise en place de locaux partagés, de jardins, de voitures autopartagées également. Donc c'est vraiment porteur de sens et de valeurs différenciantes par rapport à d'autres promoteurs. Et puis la gestion de la copropriété par l'organisme HLM, s'il a décidé de développer cette activité de syndic solidaire, pour également accompagner l'accédant ensuite dans son statut de copropriétaire. Est-ce que vous avez des questions ou juste vous brosser peut-être un panorama de quelques statistiques nationales pour vous dire donc que l'accession sociale, c'est environ 7 000, 8 000 ventes chaque année. On voit que le dispositif PSLA est majoritaire en termes de dispositifs développés par les organismes et que depuis 2 ans, depuis 2020, le développement donc de logements commercialisés en BRS. Cette carte de France qui reprend pour 4 années les mises en chantier de logements en accession. Vous voyez que il y a 3 grandes régions qui se détachent, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne. Alors on sait qu'en Bretagne, c'est culturellement une terre d'accession, mais globalement, c'est à peu près 800 000 logements chaque année qui sont commercialisés par les organismes HLM en accession sociale. En très grande majorité en maîtrise d'ouvrage directe versus la maîtrise d'ouvrage indirecte, c'est-à-dire l'acquisition de logements à un autre maître d'ouvrage qui seront ensuite commercialisés en location-accession. Et on voit que la répartition du dispositif, donc en Bretagne, c'est le PSLA qui est majoritaire. Encore quelques chiffres, avec là une évolution sur les 4 dernières années. Alors, on n'a pas encore les statistiques 2022 vraiment fiabilisées, donc je ne les ai pas repris, mais on voit que alors pour l'année 2020, c'est vrai qu'il faut peut-être faire attention dans l'interprétation de ces chiffres, parce que l'année 2020 a été une année un petit peu spécifique, avec la crise sanitaire, mais que on pourrait lire que le BRS a pu remplacer le PSLA, en tout cas dans certains territoires,
Mais sinon, on voit bien que, voilà, je suis sûre qu'en 2022, la courbe des BRS est plutôt ascendante. Hein. Là, il y avait peut-être une sorte de repli, mais sur votre région, le BRS est un dispositif qui est bien ancré dans les politiques locales de l'habitat sur certains territoires. D'autres graphiques là par zonage sur votre territoire, ce sont 3 zones, les zones B1, B2 et C qui couvrent votre région, avec donc en zone B1, donc je crois que c'est Rennes, Saint-Malo. Voilà, donc quelques collectivités où c'est essentiellement ici, bien sûr, que le BRS est développé. Et ensuite, en majorité, des programmes en VFA, quand on voit qu'en zone B2 et C, c'est le PSLA qui est largement majoritaire. Vous voyez que ensuite, en valeur absolue, l'essentiel de la production est faite sur la zone B1, donc dans les communes qu'on vient de citer. Et là, ce graphique, juste pour vous représenter donc, la ligne en gris, c'est le prix moyen en accession privée. Ce sont les données ECLN. Et vous retrouvez pour la courbe verte les plafonds des prix de vente en TVA à 20% et en bleu les plafonds de prix de vente en TVA à 5,5%. Et donc on voit bien qu'on est très en dessous des prix de la promotion privée, ce qui est bien l'enjeu de l'accession sociale portée par les organismes HLM, puisqu'elle s'adresse à une clientèle aux revenus modestes, donc dans un cadre réglementé qui plafonne les prix de vente et plafonne également les plafonds de ressources des ménages.